Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence sur la géopolitique de la mer, intitulée «L'océan, baromètre de la stabilité du monde» avec un point d'interrogation. Et cette conférence a lieu lors de la publication de ce livre, Géopolitique de la mer, qui a été coécrit par Sébastien Abyss et Julia Tas. C'est une collaboration. Dans cette collection, donc chez Erol, c'est le 13e livre de cette collection. Et il vient un point, je pense très honnêtement, qu'il est amené à être régulièrement réédité, actualisé, parce qu'il y a, je me trompe peut-être, mais les publications pédagogiques sur la mer ne sont pas si nombreuses que cela. La mer est à la fois un défi immense sur le plan scientifique, sur le plan écologique, sur le plan géostratégique. Et ce ne sont pas les événements en Ukraine autour de la mer Noire qui vont venir démentir. En fait, il y a une connaissance qui est finalement plus limitée. En discutant tout à l'heure, avant cette conférence, Sébastien disait finalement on connaît mieux la Lune que la mer, alors qu'on dépend quand même beaucoup plus de la mer en général pour notre sécurité, pour notre alimentation, pour notre environnement. Et donc, il y a vraiment une sorte de paradoxe à cela. Et je crois que ce livre vient fort heureusement combler une lacune. Il y a eu d'autres bouquins auparavant, mais par son caractère assez complet et surtout très pédagogique, ce qui est un peu la marque de fabrique de cette collection. 4 parties et 40 chapitres en tout. La première partie, c'est comprendre la mer, c'est effectivement voir un peu quels sont les enjeux. Maîtriser la mer, c'est bien sûr les enjeux géopolitiques, cartographier les risques en mer et se préparer à la mer de demain. Et c'est fini par 2 chapitres, une qui est l'interrogation sur l'attitude de la France par rapport aux enjeux maritimes, avec à la fois le pays qui est la deuxième zone économique mondiale, qui a des façades maritimes importantes, qui a une histoire maritime importante, mais en même temps, on se demande toujours si le ministère de la Mer disparaît régulièrement, il est recréé, etc. Il y a assez peu de débats sur ce sujet, très peu de parlementaires, sauf ceux qui sont au bord du littoral spécialisés dans ces enjeux. Et donc, en fait, il y a quand même une sous-investissement de la France qui se revendique comme une grande puissance maritime, mais qui ne va peut-être pas au-delà de cette auto-revendication. Et bien sûr, les défis, effectivement, aussi de stratégie par rapport à la présence maritime au niveau militaire de la France, qui est un enjeu primordial. Et puis, un dernier chapitre, je laisserai peut-être Sébastien et Julien en parler, un chapitre pas uchronique, mais prospectif, un peu, qui a été inventé sur ce que pourrait être finalement une sorte d'utopie de la mer, mais je n'en dis pas plus et je laisserai Julia et Sébastien en parler. Je remercie le contre-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, qui est directeur du Centre d'études stratégiques de la marine et commandant de la marine à Paris, qui a accepté de venir dialoguer. Et je pense aussi qu'il est vraiment important de montrer que les affaires de la mer, c'est aussi un dialogue entre civils et militaires et qu'il y a un intérêt commun à approfondir la coopération, les échanges de connaissances sur ce sujet. Et je remercie mon ami Olivier Preuvre d'Arbor que je vois. Je le remercie d'une part pour avoir accepté de venir. Chacun connaît, ancien directeur de France Culture, ancien ambassadeur en Tunisie et qui est aujourd'hui ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes et qui intervient à distance. Et merci pour avoir accepté l'invitation et merci d'autant plus que tu es entre deux destinations et que tu t'es exfiltré d'un transport routier pour venir parler de la mer, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une très grande cohérence à tout cela. Et sans plus attendre, Olivier, je te donne la parole. Merci à toi. Merci beaucoup, Pascal. D'abord, amitié à toutes et à tous, de Tanger à Tanger-Med exactement, ce port qui a été imaginé il y a maintenant 20 ans par Mohamed VI et qui est aujourd'hui le plus grand port de la Méditerranée. Et donc, c'est quelques mots. D'abord, pour saluer le travail de l'IRIS qui toujours fait un travail sur les questions géopolitiques, évidemment, de grande importance, mais qui n'hésite pas à être disruptif comme l'est finalement cette géopolitique de la mer. Je voudrais vraiment féliciter Sébastien Abyss et Julien Tas, car je lis, j'avale beaucoup de livres sur la mer, et celui-ci a le mérite de la différence en ce qui est à la fois extrêmement documenté, très précis, et qu'il est surtout, en effet, je reprends l'expression disruptive, qu'il nous propose des scénarios qui sont pour certains
pessimistes et tout en étant pessimistes sont justes. Donc, ces hypothèses parfois drôles, parfois loufoques à 10 ans ou à 15 ans que vous présentez sont extrêmement stimulantes. Elles sont stimulantes parce que la mer, c'est un sujet stimulant. Alors, je rassure Pascal Boniface, la France prend la mer au sérieux. Je pense que votre ouvrage vient de sortir, donc vous n'avez pas pu prendre en compte ce One Ocean Summit qui a été organisé, qui est, à ma connaissance, le premier grand sommet international sur les océans à ce niveau de chef d'État et de gouvernement jamais organisé sur le sujet de la mer, qui a lieu à Brest le 11 février, pendant 3 jours d'études, de débats, et puis ces 41 chefs d'État et de gouvernement qui étaient là dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, pour dire en effet que la France, vous avez raison de le rappeler, peut-être a été un peu lente à découvrir la mer elle-même. Vous savez, c'est Richelieu lui-même qui disait que les larmes de nos souverains ont souvent le goût salé des mers qu'ils ont ignorées. En l'occurrence, la terre est française, la France est terrienne et la dimension mérienne est arrivée tardivement. Mais de nombreux pays, le Maroc où je suis aussi, est un pays qui a découvert la mer assez rapidement. Et dans le fond, la mer, on la connaît depuis peu et on la connaît mal encore. On connaît la mer et on ne la gouverne que depuis peu. Je dirais qu'en effet, la comparaison avec la Lune ou avec l'espace est assez impressionnante car notre connaissance aujourd'hui, par exemple, des grands fonds est extrêmement faible rapportée à la connaissance qu'on peut avoir du système planétaire et d'un certain nombre de planètes autres que la planète Terre. De la même manière, dans le fond, la mer fait peur pour beaucoup et c'est en partie parce que nous nous rapprochons inexorablement de la mer dans un phénomène de littoralisation dont vous parlez, Sébastien Julia, mais qui est spectaculaire. Ce phénomène ne date pas que du Covid, comme on a eu l'occasion de le rappeler. C'est vrai que les maisons ont pris de la valeur sur le littoral, avec ce paradoxe d'ailleurs que les gens achètent des maisons sur un littoral qui est lui-même menacé. Donc, ça prouve bien en tout cas qu'il y a une sorte d'attrait irrésistible du monde, puisque, bon, selon les estimations, et je pense qu'on ne sera pas à la dizaine de millions près, mais près de la moitié de l'humanité vivra à 75 km d'une mer en 2100. Donc, vous voyez, en effet, beaucoup d'hommes et de femmes qui se précipitent vers la mer. De facto, la mer, vous n'en voudrez pas de bouger parce que je rejoins une destination, mais je vais essayer de vous parler à distance. De facto, la mer se rapproche aussi de nous par des événements qui sont ceux des événements qui précipitent évidemment la rencontre un peu douloureuse entre la mer et les hommes, qui sont ceux des effets du changement climatique. Il se trouve que je m'occupe aussi dans mes fonctions des questions liées au pôle et chaque jour un peu plus, non seulement en Arctique, dont on sait que la température augmente de 3 fois plus qu'ailleurs, mais aujourd'hui aussi depuis quelques semaines ou quelques mois, probablement, de faire que le niveau d'augmentation du niveau de la mer qui est prévu pour un maximum d'1 mètre d'ici 2100 pourrait, selon certains scientifiques aujourd'hui qui travaillent, arriver à un niveau de 2 mètres d'augmentation. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement de Jakarta dont nous parlons, dont on sait que la capitale de l'Indonésie va se déplacer pour cause d'élévation du niveau de la mer, mais on parle évidemment de plus de 2 milliards d'humains qui seront menacés de submersion. Donc le sujet est réel, les effets du changement climatique sont un des enjeux majeurs, les luttes et la résistance à ces effets du changement climatique. Il faut y ajouter plus généralement les menaces contre la biodiversité, qui est gravement en danger au bord de la Méditerranée où je me trouve. Vous savez qu'il y aura bientôt plus en tonnage de plastique que de poissons. C'est dire où nous en sommes. Or, ceci ne vient pas de la mer, d'ailleurs, ceci vient de la terre. Et ces 10 millions de tonnes qu'on retrouve chaque année supplémentaires dans la mer de plastique sont en effet un signe de déréliction. Mais c'est les pollutions plus généralement, c'est toutes les atteintes qui sont liées à la pêche, à la surpêche étant probablement encore plus que la pêche INN un véritable fléau puisqu'ils détruisent ces grands chaluts
je veux dire, ils détruisent des quantités considérables de poissons qui, par ailleurs, ne sont pas, au bout du compte, exploités. Donc, c'est dire que les menaces sont nombreuses, les pressions humaines sont extrêmement importantes, les constructions anarchiques, évidemment, toutes ces atteintes nombreuses qui vont bien au-delà des marées noires de nos enfances qui mobilisaient déjà la jeunesse. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Elle est là, pour répondre à Pascal, elle n'est pas là uniquement en France, elle est partout dans le monde. Elle est là comme une prise de conscience qu'aujourd'hui, l'océan est vital. On rappelle en permanence, évidemment, les chiffres, l'importance, la production d'oxygène, la capacité de stocker du carbone à très forte dose. Mais au-delà de ces chiffres qui sont importants, je crois qu'il y a un mouvement assez général des États, une conscience en tout cas. Beaucoup d'entre eux dépendent de la mer, qui font qu'il y a cette mobilisation. Et puis, en effet, il y a les questions géopolitiques, géostratégiques qui sont présentes dans votre ouvrage et qui sont passionnantes. Pascal a raison de rappeler en effet qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine se passe aussi sur la mer d'Azov et dans la mer Noire. Que dire enfin de la puissance militaire chinoise? Dans 1 an ou 2 ans, me disent les armées, la marine chinoise sera la première marine mondiale. Elle dépassera donc celle des États-Unis. Donc, je vous rappelle que les États-Unis avaient dépassé celle du Royaume-Uni en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire que l'empire chinois sur l'ensemble dans ses eaux, elle servira aux visées de Pékin, évidemment. Le sujet de Taïwan se passera en partie sur la mer. Et puis, plus généralement, on retrouve la Chine partout, on la retrouve en Arctique. Et nous sommes aujourd'hui dans une crise majeure, probablement dans les années à venir en Arctique, puisque sous présidence russe, pour la première fois, le Conseil de l'Arctique a suspendu ses travaux depuis le mois de février et va les suspendre encore probablement 1 an, 1 an et demi, jusqu'à la fin de cette présidence russe du Conseil de l'Arctique. Donc, il n'y a plus de système de gouvernance aujourd'hui en Arctique. Et dans un espace finalement assez limité où vous trouvez aussi bien les États-Unis, la Chine, puissance de l'Union européenne, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, cet ensemble géopolitique complexe, avec des sujets de souveraineté qui ne sont pas encore partout réglés, des questions juridiques évidemment, est un élément supplémentaire à mettre au tableau de cet atlas que vous avez publié, qui est très passionnant. En tout cas, il nous dit l'importance du sujet au-delà des chiffres. 80% de la surface du globe est faite des pouvoir dépendre très largement, et j'espère de manière durable, des ressources de la mer. Aujourd'hui, il y a des raisons d'espérer, il y a des mouvements, y compris politiques. Je pense notamment à ces réunions récentes du PNUE à Nairobi, c'est une mesure importante, hein, car c'est un traité qui sera signé a priori en 2024. C'est une bonne nouvelle. Hier à New York, il y a quelques semaines à New York, réunion conclusive du traité sur la haute mer, qu'on appelle BBNJ, qui va permettre de statuer du sort de 60% de la haute mer. Là aussi, c'est important. Et donc, je dirais que la communauté internationale se mobilise. Les ONG se mobilisent aussi, elles font un travail remarquable d'alerte permanente et elles rappellent aux États leurs responsabilités. Et elles nous rappellent aussi à nous, citoyens, que sans la mer, nous ne sommes pas grand-chose. Donc, prenons soin de la mer, prenons soin de notre mer et puis lisons votre ouvrage parce qu'il est vraiment passionnant, il est très stimulant, parfois excessif, mais heureusement, ça nous change des atlas parfois un peu de cet espace encore assez magique qui fait rêver, mais qui fait peur aussi. L'océan ne va pas très bien. Occupé. Soit un porte-conteneur, soit un sous-marin qui passe dans le détroit de Gibraltar. Je vais devoir rejoindre ma réunion et
et je vous écouterai en replay un peu plus tard. Bravo pour le bouquin que j'ai déjà distribué assez largement à Tanger tout à l'heure. Voilà, donc au succès pour ce livre et bravo à l'Iris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci pour ces propos et merci pour cette introduction qui, je pense, a couvert quand même énormément des aspects que l'on aborde dans le livre. Ça va donc être plus un approfondissement que l'on va pouvoir maintenant faire à vos côtés que de vraiment revenir sur point par point les différents grands enjeux maritimes qui ont été très bien présentés par l'ambassadeur. Donc, je m'appelle Julia Tass, je suis ravie d'être avec vous ce soir et d'être aux côtés de Sébastien Abyss et de Marc-Antoine de Saint-Germain pour discuter des enjeux maritimes. Merci à tous d'être présents à l'IRIS. Merci à ceux qui sont en distanciel puisque vous êtes nombreux. Ça fait chaud au cœur de voir l'intérêt que l'on ressent pour le sujet maritime qui monte. C'est une opportunité incroyable ce soir de discuter tous les trois des enjeux maritimes et de la puissance bleue, qui est un concept que l'on essaye de porter. Avant de laisser le contre-amiral présenter son travail et la manière dont il aborde les enjeux maritimes, je voulais simplement préciser la manière dont va se dérouler le reste de la séance, puisque nous allons innover. Il ne va pas y avoir un modérateur et des discutants, mais plutôt 3 discutants. Et l'idée étant que ces débats s'ouvrent à la salle également. Donc, on reviendra sur les grands enjeux présentés par le livre, mais si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir un sujet en particulier, si vous souhaitez rebondir sur nos discussions, n'hésitez pas à lever la main, un micro passera dans la salle, ou à poser vos questions sur le chat. Nous avons une petite tablette à ma droite qui nous permettra d'y réagir très rapidement. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au contre-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain. Je vous laisse présenter vos travaux et les enjeux maritimes sur lesquels vous travaillez. Tout d'abord, je vous remercie infiniment de m'avoir invité, parce que je suis à la fois très honoré, toujours très heureux de pouvoir parler de la mer et des océans, des enjeux maritimes. Ce soir, je suis là, je comprends, comme grand témoin. Je vais essayer de, sans raconter mes campagnes, vous donner un peu la vision du praticien. Et je vais volontairement me limiter aux 30 dernières années, parce que en fait, je pense que on vit un changement d'époque majeur d'un point de vue stratégique. Et avant de commencer, de rentrer un peu je félicite évidemment l'équipe et l'IRIS pour la qualité du travail, parce que c'est absolument remarquable. Et je le dis ça par amitié, évidemment, mais aussi parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne prétends pas tout savoir, mais en tout cas, comme praticien, j'ai appris beaucoup de choses. C'est d'autant plus remarquable que le titre, pour moi, est majeur. C'est bien la géopolitique de la mer. Et quand on commence à parler de géopolitique de la mer, c'est qu'on commence sérieusement à rentrer dans des choses un peu concrètes. Je vous dis ça parce qu'il y a 10 ans, le CESM que j'ai la chance de diriger sortait un petit bouquin qui s'appelait « La Terre est bleue ». Alors, on était un peu les seuls à parler de ça. Enfin, il y avait d'autres, hein. On était un peu les seuls. Et on disait « La Terre est bleue ». Vous voyez, je trouve que le titre « La géopolitique de la mer » en dit long sur le chemin qu'on a pu parcourir depuis très longtemps. Et le deuxième élément qui me semble très important, c'est que ce soit l'IRIS, avec ses chercheurs, qui se saisissent de ce sujet-là. Moi, je ne suis jamais autant content que d'autres parlent de la mer à ma place, comme moi, praticien. Parce que la mer, ce n'est pas l'affaire que de ceux qui la pratiquent, qu'ils soient en mer, comme je l'ai été, ou en rapport avec la mer. La géopolitique de la mer, et c'est pour ça que je trouve le dictionnaire absolument remarquable, enfin, l'Atlas, il présente les choses de manière très complète. Je cherche encore les oublis. Je me paraîtrais peut-être d'en souligner peut-être un, mais vraiment à la marge. Hein. Même si le thème est abordé, je pense qu'on a pu parler plus d'Europe, en fait. Voilà. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans sa capacité à avoir pris le sujet dans sa globalité, et même aller jusqu'à du scénario prédictif, c'est-à-dire prendre des risques sur ce qui peut arriver, montre la qualité de synthèse en fait, de ce bouquin-là. Donc moi, d'ailleurs, le chef d'état-major de la marine a lui-même souligné sur les réseaux la qualité du travail. Pour vous dire que nous les praticiens, enfin, une partie des praticiens, c'est-à-dire ceux en uniforme de la Marine nationale, bravo pour le travail. Encore une fois, je
vous tenez à le dire parce que moi, je suis aujourd'hui avec le CESM quasiment incapable de le faire. Donc, je dis heureusement qu'il y a des instituts de recherche comme le vôtre qui sont capables d'en parler. Pour rentrer un peu dans le débat et pour peut-être surtout pas paraphraser ce qui est beaucoup mieux écrit dans le livre et pour peut-être apporter un éclairage, comme le disait Pascal Boniface en introduction, c'est la rencontre du civil et du militaire. Il y a peut-être certains qui sont surpris de voir un uniforme ici présent, mais en fait, je suis bien un marin d'État. Et quand je dis marin d'État, ça veut dire quoi? Je suis à la fois un militaire et quelqu'un de l'administration française qui agit en mer. Et la Marine nationale, je ne vais pas vous faire toute l'explication de la Marine nationale, mais la Marine nationale, c'est bien une marine nationale, c'est une marine de guerre et c'est une administration de la mer. Et je trouve que ce livre-là le montre très bien. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des grands enjeux stratégiques sur lesquels on a besoin, et je vais en reparler, venir et qui sont en train de revenir après la pause, dont je vais rentrer, expliquer un peu comment je l'aperçois de ces 30 dernières années, la fin de la guerre froide jusqu'à maintenant, là où la mer a été investie, elle s'est désinvestie d'un point de vue sans doute militaire, à l'image de nos armées, de nos marines qui se sont réduites. Même les Américains avaient réduit leur routine militaire, et puis qui sont en train de remonter. Et entre-temps, il s'est passé d'autres choses qui étaient moins peut-être du niveau stratégique, quoique, et qui se sont en fait, qui a été investi, et la mer est investie par plein d'autres mondes qui nécessitaient, qui sous prétexte de la liberté des mers, parce que finalement c'est ça la grande spécificité, à part que c'est un milieu fluide, c'est que c'est la liberté qui guide essentiellement les activités en mer. Et à partir de là, il s'est développé depuis 30 ans beaucoup d'activités qui ont nécessité que des administrations soient là, dont la Marine nationale. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la Marine, elle joue sur deux tableaux, à la fois sur cette marine de guerre, c'est la dissuasion nucléaire, c'est le porte-avions, mais aussi la marine, l'administration de l'État, c'est celle qui participe directement à ce qu'a souligné l'ambassadeur Paul Arvor, c'est-à-dire la capacité à lutter contre la pollution en mer, capacité à lutter contre les pêches illégales, non réglementées, non déclarées, à capacité à essayer de réguler les migrations en mer, et ça parmi d'autres, que ce soit des autres Européens, des autres pays et d'autres administrations en mer. Alors pourquoi je parle d'une pause stratégique? Parce qu'en fait, en 91, moi je suis rentré à la marine en 91. Tant bien. Donc je sors d'une période, enfin je ne sais pas quels sont les cinquantenaires, les quinquas, là, mais en fait on est arrivé dans une. Enfin moi je suis arrivé dans mon activité professionnelle au moment où en fait une page de l'histoire s'arrêtait. On parlait des dividendes de la paix. Donc en fait, notamment les armées ont été vues longtemps comme des coûts. En fait, ça ne servait plus à grand chose. Donc en fait, on n'investit plus dedans, ça coûtait trop cher. D'où l'état aujourd'hui de nos armées. Et ces dividendes de la paix, en fait, ont marqué une bascule très importante des acteurs en lien avec la mer. Ça a été bien sûr la grande économie qui a pu se développer. C'est la rentrée 10 ans plus tard de la Chine dans l'OMC qui fait que globalement, la mondialisation par les mers plus que jamais explose. Donc c'est la mer vue comme un passage pour beaucoup de monde. Et puis quelques activités que j'ai nommées tout à l'heure qui sont ceux qui avaient compris que globalement, comme il n'y avait pas grand monde, on pouvait faire beaucoup de choses illicites. C'est aujourd'hui, je prends l'exemple, c'est le narcotrafic. On n'imagine pas en fait ce qui se passe en mer et qui aboutit en fait, qui fait qu'après on a des quantités de drogue qui arrivent en France sur notre territoire métropolitain. Bien sûr les Caraïbes, donc c'est la lutte contre le narcotrafic aux Caraïbes. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait que globalement on a vu des activités se développer d'un côté, d'autres s'arrêter, pas toutes, parce qu'il y a bien un domaine dans lequel je ne pourrais pas plus détailler que ça. Ça continue comme à beaucoup vivre. C'est ce qui se passe sous l'eau, parce que beaucoup de pays quand même continuent à avoir des rapports de force sous l'eau. Et je n'irai pas beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Et là, on arrive à un moment, depuis en fait une dizaine d'années, c'est très révélé par. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le document d'Arte hier soir, à 22h30, sur la poudrière en eau Pacifique. Alors pour ceux qui l'ont vu, je suis désolé, j'ai un peu paraphrasé parce que le document est absolument remarquable. Et il montre en fait que depuis 2012, finalement, ça s'est passé avant l'arrivée de l'actuel président chinois, qui lui est arrivé en 2012. Il y avait déjà une démarche en amont, la volonté en fait de rétablir le thalassotropisme chinois renaissant, et qui a fait que la mer de Chine méridionale est devenue le premier point de crispation, enfin, un point de crispation tout à fait éloquent et révélateur des rapports de force qui étaient en train de s'établir ou de se réétablir.
la Russie ou l'URSS, la grande URSS, ayant été, avant la fin de la guerre froide, celle qui était le principal opposant en mer en termes de grands rapports de force géostratégiques. Mais l'URSS s'étant arrêtée, la Russie, on pourra parler, si vous voulez, dans le débat de la perte de la frégate du destroyer Moskva ou de ce qui se passe en mer Noire. Je ne vais pas l'aborder maintenant, mais là, globalement, à la fin de la guerre froide, la Russie a quelque part, à part sous l'eau, a globalement a disparu en fait des océans. Et donc, en fait, on revoit réapparaître notamment la Chine, mais également la Turquie. Et en fait, je ne sais pas si on a conscience aujourd'hui de on parle beaucoup de la Chine, mais tous les pays riverains sud de la Méditerranée réarment d'un point de vue naval de façon majeure. Et c'est pareil, bien sûr, en Asie, où là, même tous les pays riverains du sud-est asiatique sont en train de réarmer d'un point de vue naval. Et puis, on va parler aussi d'AUKUS, si vous voulez, du contrat australien et de l'Australie dans son positionnement, qui est assez bien expliqué aussi dans le document d'Arte, et qui permet de comprendre pourquoi est-ce que l'Australie arrive à ce genre de décision et qui ont fait très mal à la France. Mais donc, on voit aujourd'hui un réarmement naval majeur. L'ambassadeur a souligné, en fait, aujourd'hui, la Chine a déjà dépassé en nombre de plateformes la marine américaine. Donc, ils sont déjà devant. Alors après, avoir des plateformes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément dire que vous êtes efficace, opérationnel. Hein. Il y a un gap entre savoir avoir des bateaux et ensuite savoir les utiliser intelligemment. Les Russes le montrent bien. Hein. Ils ont des bateaux, ils ont été capables, ils se sont fait quand même avoir quelque part en mer Noire. Donc, il y a un phénomène majeur qui correspond en fait aux grands équilibres aujourd'hui géostratégiques qui sont en train de s'établir. En mer, parce que c'est toujours là, quelque part la liberté des mers c'est l'endroit où on peut s'affronter, on peut, j'ai utilisé le terme, se renifler, sentir, savoir jusqu'où on veut aller. Moi, perçu quand je commandais mes bateaux, des rapports de force qui pouvaient s'établir en mer. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Turquie, en Méditerranée orientale. On a beaucoup parlé du Courbet, je ne sais pas si vous suivez cette affaire du Courbet qui a été illuminé par les Turcs. Ces rapports de force se traduisent aujourd'hui très concrètement dans ce qu'on appelle les espaces communs. L'espace maritime fait partie de ce qu'on appelle les 3 espaces communs, qui sont le cyberespace. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans le cyberespace, dans l'espace exo-atmosphérique, on en parle beaucoup, et c'est la même chose dans l'espace maritime qui est en train d'être réinvesti pour établir des rapports de force géostratégiques et pour signifier un certain nombre de choses. On parle beaucoup de la politique du fait accompli chinois. Cette politique du fait accompli, elle s'expose aussi en Méditerranée orientale aujourd'hui. Juste avant la guerre en Ukraine, les Russes étaient déjà avaient beaucoup réinvesti la Méditerranée orientale. Lorsque je commandais le porte-avions Charles de Gaulle, je me suis déployé en 2019 en Méditerranée orientale sous Chypre. Je vous dis, j'avais en permanence 2 ou 3 frégates russes qui étaient à mes côtés. Donc, voilà, c'est des choses, si vous voulez, quand on dit la France voisin du monde, par sa marine, notamment par ceux qui pratiquent la mer, on voit très clairement, effectivement, on a des rapports avec des gens en fait, qui n'ont pas de frontières avec nous. Et ça, on peut dire, est-ce que la France a encore le moyen, est-ce qu'elle peut encore faire ça? En fait, la question pour moi ne se pose pas comme ça, c'est que la France, par sa présence partout dans le monde, par ses outre-mer, est un acteur mondial par définition. Voilà. Et donc, parce que c'est un acteur mondial, parce qu'elle est outre-mer, elle a quelque chose à dire. On pourrait éventuellement aborder l'Indo-Pacifique plus précisément si vous voulez. L'Indo-Pacifique, c'est d'abord parce qu'il y a 2 millions de ressortissants dans l'Indo-Pacifique. Donc, nous devons avoir quelque chose nous devons être prêts à. La plupart des pays, les Chinois les premiers, s'organisent et se déploient dans le monde d'abord par rapport à leurs ressortissants. Donc, notre capacité à pouvoir traiter nos ressortissants en cas de problème, ce qu'on fait beaucoup en Afrique de l'Ouest, c'est aussi la capacité à protéger nos outre-mer. On a parlé des problèmes d'environnement, de climat, de montée des eaux. L'océan Indien aujourd'hui s'est organisé et il y a notamment un symposium de toutes les marines riveraines, de tous les pays riverains, donc il y a 27 marines concernées, symposium des marines de l'océan Indien qui se réunissent régulièrement. Actuellement, c'est la France qui a la présidence, c'est l'IONS. Et l'un des axes majeurs de ce travail, ce n'est pas que parler de problèmes de risque d'affrontement de combat naval, c'est parler d'assistance aux populations dans la zone de l'océan Indien,
Et donc, c'est le rôle des marines pour porter assistance d'une manière ou d'une autre en fonction des événements, qu'ils soient climatiques, pêche contre enfin, lutte contre la pêche INN et autres activités qui peuvent venir déséquilibrer, en tout cas, ou remettre en cause les équilibres dans la zone concernée. Voilà. Je ne vais peut-être pas être beaucoup plus long. Alors, juste pour terminer, parce que je vais quand même dire au bilan, je vous disais, j'ai commencé par mon introduction en vous disant, bilan, moi, je suis un marin d'État. Alors, ça fait tiquer. Justement, parce que j'ai vraiment à cœur de vous dire, je suis à la fois un militaire et à la fois quelqu'un qui participe à l'administration du pays, comme n'importe quelle administration. La marine, aujourd'hui, elle est basée sur trois. C'est un tabouret à trois pieds. C'est la dissuasion nucléaire. Aussi, si vous voulez qu'on aborde des questions, on pourra en parler. Elle est d'abord océanique. Hein. Enfin, elle est océanique et dans les airs, mais elle est océanique. La permanence en mer, elle est assurée. C'est une capacité de projeter en fonction des objectifs politiques ou militaires d'un pays. C'est le porte-avions, c'est des objets comme ça. Et elle est sur le troisième pied très important, c'est l'action de l'État en mer. L'action de l'État en mer, c'est ces petits patrouilleurs outre-mer, ces petits patrouilleurs en métropole ou ces plus grosses frégates, voire des très gros bateaux si nécessaire, pour pouvoir aller participer au respect des règles, que ce soit dans nos zones de souveraineté ou que ce soit d'ailleurs en eau internationale. Aujourd'hui, on fait le trafic de drogue en océan Indien est monumental. Et tous les jours, régulièrement, on a des grosses saisies grâce à des frégates en océan Indien de drogue. A priori, une frégate, ce n'est pas fait pour saisir de la drogue. Pour autant, on est aussi là pour ça. Cette dimension action de l'État en mer, elle est fondamentale, en particulier en rapport avec les enjeux liés aux outre-mer et les ZEE, et donc la sécurité ou la sûreté de nos zones exclusives, économiques exclusives. Pour terminer, un véritable enjeu, on en a parlé en introduction, c'est maintenant aller beaucoup plus dans les fonds. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas de sous l'eau, d'aller beaucoup plus dans les fonds. Donc, le sujet d'aller très profondément, parce qu'il y a plein d'enjeux. On parlera peut-être des câbles sous-marins et autres. Enfin, en tout cas, c'est très bien décrit là aussi dans l'Atlas, les câbles sous-marins. La marine prend sa part dans cette nouvelle aventure, qui est une aventure qui est très portée politiquement, puisque vous savez que France 2030, fameux investissement porté par le président de la République, a un volet investissement sur le pont marin qui est quand même assez important. Hein. Bon, je crois que c'est 300 millions. Hein. Donc, ce n'est pas rien. Et ça couvre, là, les volets civils et militaires. Hein. Ça concerne à la fois l'exploration et donc la capacité. L'idée, c'est d'avoir de plus en plus d'objets qui peuvent aller très profond. Voilà. Je m'arrête là. Merci, Amiral, pour ce tour d'horizon qui complète ce qu'a dit l'ambassadeur précédemment sur un autre registre. Et ça me permet juste de faire une césure avant que Julia revienne sur un certain nombre de paramètres sur la mer. Il y a des philosophes anciens qui se disputent une citation célèbre qui est la suivante, c'est qu'il y a trois espèces d'êtres humains. Il y a les morts, les vivants et ceux qui prennent la mer. Donc, Amiral, vous faites partie de la troisième catégorie et cette citation que j'ai découverte ces derniers mois, que je ne connaissais pas, m'a amené toujours à me poser la question sur la perception dans la société de la mer. Et ça m'a valu souvent de faire un constat très simple, c'est que finalement, l'écrasante majorité des personnes regardent la mer de loin, depuis le rivage, depuis le littoral, depuis la terre. Et puis, elle est belle, cette mer, elle est bleue, on aime la contempler, elle est apaisante, on y projette des fantasmes, des objectifs, et depuis le début de l'histoire, on veut aller voir ce qui se passe derrière la ligne d'horizon, mais on reste quand même sur Terre, l'écrasante majorité des gens. Et puis ensuite, il y a quelques personnes, beaucoup moins nombreuses, drastiquement moins nombreuses, qui, eux, vont à la surface de la mer. Alors, ça peut être pendant les baignades estivales, mais à condition de ne pas trop avoir peur des vagues qui seraient trop intenses. Et puis, éventuellement, on va faire un peu de pêche, un peu de plaisance. Et
encore moins nombreux les individus qui ont pris la mer pendant plusieurs heures avec l'hypothèse de ne plus voir du coup le trait de côte et de faire un voyage en mer, croisière ou autre. Et alors, il y a une catégorie de personnes encore moins nombreuses, ce sont les personnes qui sont allées sous l'eau. Et pas juste pour mettre un masque Decathlon Braze qui cartonne dans le monde et qui permet aussi à Decathlon de rayonner dans l'innovation française dédiée au sport nautique, mais les personnes qui vont vraiment sous l'eau sont très peu nombreuses. Donc, Amiral, vous faites aussi partie de cette catégorie-là. Et je voulais faire cette petite césure avant que Julia vous explique pourquoi il n'y a qu'un seul océan. Transition difficile, Sébastien. Merci. Non, ce que je voulais vous présenter aussi en rebondissant sur les derniers propos de l'amiral, c'est qu'en mer, tout est lié. Tout est lié d'un point de vue biologique, tout est lié d'un point de vue climatique, mais tout est aussi lié pour ce qui est de la gouvernance et de l'action de l'État en mer. Donc, je vais revenir sur les 2 premiers points et puis après, je vous propose qu'on ouvre la discussion. Pour ce qui est donc de l'imbrication des éléments naturels en mer, donc on a appelé cet ouvrage géopolitique de la mer, on aurait pu l'appeler géopolitique de l'océan. Et en fait, on a vraiment tenu à essayer de faire comprendre qu'il y a une différence entre la perception de la mer qu'on a d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue géographique, où on morcelle le globe finalement en différenciant les océans. Donc on va avoir l'océan Pacifique, l'océan Indien, etc. Alors que d'un point de vue physique, d'un point de vue chimique, d'un point de vue biologique, ce sont des espaces qui sont liés. Ce ne sont pas des espaces homogènes, mais ils sont liés. Il y a un courant qui circule partout autour du globe, parfois en profondeur, parfois en surface, qui va venir redistribuer la chaleur. Et c'est comme ça qu'on estime que 90% de la chaleur que l'on a produit de manière excédentaire à cause de nos activités qui émettent des gaz à effet de serre notamment, a été absorbée par l'océan. Donc aujourd'hui, 90% des degrés dont on parle dans les institutions internationales, 90% de cette chaleur, elle a déjà été absorbée. Donc, quand on parle de plus 1,5 plus 2 degrés, c'est uniquement les 10% restants. Ça vous en dit long sur l'imbrication qu'il y a au niveau du système Terre entre l'océan, le système climatique et tout ce qui en découle. Évidemment, la vie sur Terre, je ne vais pas refaire l'histoire de la vie sur Terre, mais on vient de l'océan. C'est le plancton qui fournit 50% de l'oxygène qu'on respire, etc. Donc, il y a un lien constant entre le terrestre et le maritime et entre tous les espaces maritimes d'un point de vue naturel. Et ce lien, il faut le comprendre pour aussi comprendre pourquoi parfois on a du mal à appréhender la mer d'un point de vue social, d'un point de vue géographique. Parce qu'en morcelant le globe de la manière dont on le fait, on oublie cette composante. Pour revenir sur le côté systémique également, le côté connecté de nos activités et puis des activités humaines sur mer et en mer. D'une part, la mer, c'est la surface sur laquelle s'est organisée la mondialisation. C'est comme ça qu'on s'est connecté entre continents. C'est comme ça qu'on l'est encore aujourd'hui, que ce soit numériquement ou dans les échanges commerciaux. Et puis, comme le disait l'amiral, en mer, tout est possible parce que c'est un espace immense. Et donc, ce sont des institutions qui vont être en charge à la fois d'y opérer de manière stratégique, mais aussi d'en prendre soin, dans le sens où ce sont les mêmes institutions qui vont gérer ces espaces-là ou qui vont du moins s'assurer que la loi y est respectée. Et donc, alors qu'à terre, on a je dirais une diversité d'acteurs très importante, en mer, il est crucial de parler avec la marine, par exemple, parce que c'est eux qui vont s'occuper de la protection de certaines zones ou en tout cas qui vont faire le lien avec les acteurs en charge de la sécurisation de zones maritimes, de zones marines protégées, des choses comme ça. Donc, tout est lié en mer et ce qui est malheureux, et on le présente également dans l'ouvrage, c'est que d'un point de vue gouvernance, on a eu du mal à apposer sur un système aussi connecté nos prismes humains. Et donc, si vous regardez la gouvernance des mers, tout est fragmenté parce qu'on n'a pas réussi à homogénéiser notre façon de penser la mer. Et donc, la gouvernance des mers, le droit de la mer est relativement complexe. Il y a une superposition de zones qui sont, je vais appeler ça, ça s'appelle la colonne d'eau, donc toute la partie liquide, qui se superpose à la partie solide du fond des mers. Et
le découpage qu'on en a fait n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez un droit pour la partie liquide et un autre droit pour la partie solide. Vous n'avez pas les mêmes agences de l'ONU qui les gèrent, vous n'avez pas les mêmes acteurs au niveau étatique parfois qui y répondent. Et tout ça conceptualise la mer de manière très différente de ce qu'elle est naturellement. Et ça peut aussi expliquer la difficulté qu'on a, d'une part en tant que terrien, mais aussi en tant qu'institution, en tant qu'État, à se projeter en mer. Donc après cette petite introduction relativement vague et brève, je vous propose qu'on commence le débat. On a nommé cette conférence l'océan baromètre de la stabilité du monde, parce qu'on voulait mettre en valeur le fait que l'océan est aussi au cœur de la mondialisation, donc de la stabilité économique, du militaire, de la stabilité géostratégique et de la stabilité climatique et naturelle de notre planète. Et donc, si ça vous va, on peut revenir sur les aspects militaires pour commencer et la manière dont aujourd'hui il y a une reconstruction peut-être de la mer en tant qu'espace contesté ou en tout cas projection de nos puissances. Il y a déjà une question sur l'Indo-Pacifique, donc ça va être l'occasion d'aborder ce sujet dès maintenant. Donc, la question porte sur la coopération maritime entre l'Australie et la France, également dans le cadre de tous les États insulaires du Pacifique Sud. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on élargisse cette question et qu'on revienne sur la coopération dans le milieu maritime de manière plus large, et puis ensuite revenir sur la coopération dans le Pacifique, dans l'Indo-Pacifique et face à la montée en puissance notamment de la Chine. Vaste sujet que la coopération maritime de façon globale, parce qu'en fait, je pense qu'elle est quand même, elle est quand même très disparate et elle se manifeste de manière très différente en fonction en fait du tropisme ou du thalassotropisme naturel des pays ou des communautés, si je mets l'Union européenne comme une communauté de pays. Donc, si on part de la France et qu'ensuite on élargit le cercle, on va passer ensuite à l'Union européenne et après on va aller au-delà. C'est après le bilatéralisme tel que la France le pratique avec son de pays partenaires, on doit pouvoir couvrir un peu progressivement tous les pays les océans du monde. Si on travaille à partir du territoire métropolitain, naturellement, il y a la Méditerranée et l'Atlantique. Et la façon dont aujourd'hui les pays européens se positionnent. Alors, je vais m'extraire un tout petit peu de l'actualité parce qu'aujourd'hui, le sujet russe vient un peu polluer un peu peut-être le débat et déséquilibrer un peu les choses, mais l'Atlantique reste quand même. Mais en fait, elle est toujours restée, même après la fin de la guerre froide, un sujet de préoccupation de la part des pays du nord de l'Europe. Et d'ailleurs, ces pays-là, et je vais comme le relier à ce qui se passe en Ukraine et à comment aujourd'hui ce que fait la Russie, ce sont des pays qui depuis toujours, en fait, ont gardé ont eu un regard sur la Russie qui a toujours été, ça reste une menace. Et ça, plus vous montez dans le nord, et ça correspond quand même globalement à ce que la Russie a continué à conserver par la Baltique et par ses ports, ses moyens militaires navals et beaucoup de sous-marins dans le nord de l'Europe, qui ont fait que beaucoup de pays ont continué finalement à se positionner d'un point de vue stratégique par rapport à une menace qui n'a jamais en fait, vraiment baissé la garde. Eux, vous voyez la Russie comme une menace, et moi je me souviens d'avoir un débat à Londres où on nous disait, vous, la France, vous voyez ça comme un risque. C'est assez révélateur, je pense. La Grande-Bretagne est pour ça assez même si elle n'est plus dans l'Union européenne, elle reste un pays de l'Europe et donc derrière, elle a gardé un regard particulier. D'ailleurs, l'activité du Premier ministre britannique aujourd'hui est en cohérence avec ce que je viens de vous dire. Quand vous venez, et donc vous voyez, après vous venez la Norvège, le Danemark, sans rentrer sur la Finlande et la Suède aujourd'hui qui veulent rentrer dans l'OTAN, ça encore une fois, c'est quand même lié à l'actualité. Mais il y avait toujours eu cette tente, et à Kaliningrad, bien sûr, qui a toujours posé un problème. Et la géographie, bien sûr, a toujours continué à guider les rapports. Donc, le Nord, c'est resté en fait la seule façade maritime de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Et donc, les pays de l'OTAN ont toujours gardé quand même une approche maritime, je pense, dans le nord de l'Europe, assez importante. Si vous descendez dans le sud de l'Europe, les pays du sud et donc riverains de la Méditerranée,
on a une approche très différente. Là, il y a le phénomène migratoire qui est venu rajouter des éléments, mais je pense que la Méditerranée, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, parce que finalement, et l'actualité nous le rappelle, les Américains restent pour l'essentiel des Européens, et en particulier dans le domaine naval, parce que les Américains voient les choses par le One Ocean, c'est-à-dire qu'ils voient un seul océan, d'où le fait qu'ils aient une marine telle qu'elle est là, et la répartition des flottes, ont désinvesti la Méditerranée depuis de nombreuses années. Et depuis là, quelques années, on voit de nouveau un porte-avions, un groupe aéronaval américain qui est de nouveau ce qu'on ne voyait plus depuis, je pense que le dernier que moi j'ai pu voir, c'est en 2004. Donc, il y a eu un désinvestissement complet des Américains, et donc il y a une Méditerranée qui s'est vidée. Alors, les Français étaient là, il y a toujours des marines riveraines, mais globalement, on avait des coopérations bon an, mal an, qui étaient liées soit au phénomène, après, aux opérations, aux problèmes qui germaient. C'est actuellement la migration par la Libye. Et donc, derrière, on a vu des forces navales ponctuellement se reformer et une coopération se réactiver, mais de manière très ponctuelle, sans vraiment durabilité. La France, par son porte-avions, a toujours été, dans ces cas-là, été un agrégateur ponctuel de moyens européens qui ont permis d'aller faire un certain nombre de choses. Si on s'éloigne un peu plus du côté de l'Indien, et là, je vais volontairement séparer l'Indien du Pacifique, parce qu'en fait, l'Indo-Pacifique, c'est très bien expliqué dans l'Atlas. C'est un concept japonais. D'ailleurs, posé, j'ai découvert que c'était en fait Shinzo Abe, je crois que ça, qui a proposé ça aux Indiens en allant en Inde. Je trouve qu'aujourd'hui, quand vous voyez que Andaman et Nicobar, donc ces deux îles indiennes devant Sumatra, sont l'objet d'un accord tout à fait récent de ces derniers jours entre Japon et Inde pour aller un peu plus investir dans les infrastructures pour faire des bases avancées, un peu à la mode chinoise à ce niveau-là. C'est intéressant de voir que l'Indo-Pacifique, c'est une réalité pour ces pays-là qui sont à l'opposé l'un de l'autre dans deux océans. Et on pourrait peut-être parler aussi du pivot de l'Inde, parce que l'Inde est majeure aujourd'hui dans les grands rapports qui s'établissent dans cette région-là. L'Indien, la coopération, elle a été là aussi. La France y est très investie depuis toujours. Elle a une grosse présence par la Réunion, et puis les éparses, et puis les TAF en bas. Et puis sa base, parce que le golfe arabo-persique est un lieu dans lequel on est très, très fréquemment. Et là, la coopération, elle est là depuis très longtemps, parce que terrorisme 2001, juste après les attentats, on a créé une force navale, une coalition ad hoc sous les égides américaines, et qui continue à travailler. Il y a des Pakistanais, il y a des Indiens, il y a de tous les pays qui sont là pour participer. Alors, c'était en 2001, après les attentats du 11 septembre. Et puis, en fait, ça continue parce qu'aujourd'hui, c'est une force qui permet aussi d'aller faire la lutte contre la drogue, contre le trafic des armes illicites. Il y a un trafic d'armes monumental en océan Indien. Et puis, il y a eu Atalanta. Il y a toujours Atalanta, parce que la mission européenne, qui est la mission de l'Union européenne maritime, qui a vraiment montré son efficacité, c'était la lutte contre la piraterie. Ça, c'est 2008, ça commence en 2008. Au départ, c'est escorter les bateaux du Programme alimentaire mondial qui allait alimenter la Somalie, non, l'Éthiopie, non, la Somalie. Et puis après, ça s'est passé, il fallait protéger le trafic maritime mondial. Et donc, parce qu'il y a eu jusqu'à 20, 30, 40 bateaux de commerce qui étaient pris en baraque de piraterie et immobilisés. Il y a eu moi j'ai fait une mission, je prends un bateau, à ce moment-là, jusqu'à 80 camps de pirates qui s'égrenaient entre la Corne de l'Afrique jusque quasiment jusqu'au sud de la Somalie. Et donc là, il y a eu une volonté européenne, parce que l'économie européenne en dépendait, de créer une force, et qui continue, parce que cette opération internationale continue. Donc là, on a eu une Union européenne qui était capable de s'organiser et de se mettre sous commandement européen, ce qui est encore une fois assez remarquable. Et puis aujourd'hui, il y a dans le nord du Golfe arabo-persique une mission qu'on a sous nom français qui s'appelle Agénor, et qui est là une coalition de marines européennes, mais ce n'est pas sous l'égide de l'Union européenne, qui se sont mises en place après les actes terroristes sur des bateaux, notamment pétroliers, dans le Golfe, dans le détroit d'Ormuz,
il a fallu la contrôler, en fait, empêcher que ces actes se multiplient. Donc, les Américains ont créé leur opération, les Européens ont créé aussi la leur. Donc, il y a des Européens aujourd'hui qui travaillent dans le… Et puis pour terminer, alors après, je vais peut-être en Pacifique. Là, c'est très différent. Pacifique, on est dans le grand rapport de force entre aujourd'hui États-Unis et Chine. Les Européens et la France, évidemment, ont une place. La marine française, elle intervient en étant présente et en faisant régulièrement, en faisant respecter le droit international, en passant dans les zones, notamment revendiquées par les Chinois. Donc, c'est la fameuse zone des 9 traits. Et puis, il y a surtout les États riverains qui se sont organisés. Et aujourd'hui, il y a un groupe de 4 pays qui, au départ, se sont mis ensemble plutôt pour gérer le tsunami à Banda Aceh, enfin à Sumatra, en Indonésie, c'était en 2006, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle le Quad. Le Quad, c'est Inde, Australie, Japon, États-Unis. Ça tombe bien parce que ces 4 pays, alors, on pourra parler d'Australie. Oui, ok, il y a AUKUS, donc c'est en froid, parce que c'est la question que vous me posez l'Australie. Effectivement, les relations sont froides aujourd'hui, mais je pense que dans l'absolu, nous n'avons pas de raison à un moment ou à un autre de continuer à travailler. D'ailleurs, nous continuons à faire quand même des choses avec les Australiens. Il y a un volet très politique, très diplomatique, et puis il y a des choses qui continuent quand même à se faire. Et moi, je ne veux pas aller sur le volet politique. Mais en tout cas, les bateaux français qui passent en Pacifique continuent à côtoyer les bateaux australiens. Ça, on n'est pas à ne plus parler. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Donc, le Quad, c'est ces 4 pays qui sont quand même naturellement nos partenaires stratégiques. Alors, nous ne sommes pas dans le Quad. La France ne tient pas à être dans le Quad, mais pour autant, on est bien avec ces 4 pays pour travailler de manière coordonnée et là, de manière assez différente du reste. Pour terminer, il y a une petite zone qui paraît assez importante à mentionner, c'est le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est là aussi une zone tout à fait aujourd'hui qui est stratégique parce que la piraterie s'est déplacée, finalement, a été plutôt bien réglée dans le corne de l'Afrique, même si il y a encore régulièrement des petites choses qui peuvent germer. Mais c'est plutôt le golfe de Guinée qui aujourd'hui est un vrai point d'attention des Européens. Et là aussi, il y a beaucoup d'Européens qui se sont mis en commun. Ça s'appelle des coopérations maritimes permanentes. Et là, ce n'est pas sous l'égide de l'Union européenne, ce n'est pas sous le drapeau de l'Union européenne, mais c'est des Européens qui se sont mis ensemble et qui travaillent ensemble et qui se coordonnent pour assurer la sécurité du golfe de Guinée, notamment vis-à-vis de la piraterie, parce que les pays riverains ont du mal aujourd'hui à pouvoir gérer l'affaire de tout ça. Je ne sais pas si j'ai… Alors, Djibouti, la France, vous connaissez l'histoire de Djibouti et de la France, donc je ne vais pas la refaire. Ce qui est certain, c'est que Djibouti, aujourd'hui, est un reste enfin, voilà, encore une fois, la géographie ne change pas. Et donc, la place stratégique de Djibouti, elle est plus que jamais comprise par beaucoup de pays, puisqu'il y a beaucoup de pays qui se sont installés à Djibouti. Donc, on a historiquement la France. Les Américains y sont arrivés il y a déjà bien longtemps. Les Japonais y sont. Les Allemands y sont. Les Chinois y sont, puisque les Chinois ont créé un point d'appui. On parle de la base à 10 000 personnes. Moi, je l'ai vu à Doralé, cette base, c'est assez monumental. Il y a le train qui part ensuite, qui remonte vers l'Afrique. Donc, il y a un investissement monumental. Djibouti, c'est là où ils passent tous les câbles. Vous voyez bien que, de toute façon, encore une fois, la géographie fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, donc Djibouti a bien compris son stratégie, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays. Oui. Avec Djibouti, avec le pays Djibouti, ouais. Le fait que les puissances soient là, ça a assez peu d'impact sur la coopération qu'on a par ailleurs avec eux. Ce qui est intéressant, c'est les Allemands. Les Allemands, ils sont installés pourquoi? Parce qu'Atalanta, la lutte contre la piraterie a fait que les Allemands qui sortaient assez peu en fait, de leur précaré sont venus jusqu'au l'océan Indien et maintenant sont installés en océan Indien. Donc en fait, la capacité à durablement les avoir avec nous dans cette partie du monde, elle est là. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais finalement, c'est la piraterie, c'est la lutte contre la piraterie qui a fait que les Allemands sont venus s'installer là. Les Japonais, c'est pareil. En fait, le point de fixation qu'a apporté beaucoup de pays, je ne parle pas de la Chine, même si la Chine est très présente avec les forces navales, toujours dans le golfe d'Aden, parce qu'elle continue à protéger ses convois de commerce, c'est la lutte contre la piraterie.
En fait, le vrai changement, le game changer, ça a été 2008. En fait, c'était la piraterie qui a fait que des pays sont sortis un peu de leur lac intérieur ou de leur zone immédiate activité. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue sur ce thème du basculement, puisque vous parliez tout de suite du game changer que constitue la piraterie. Et donc, qu'on passe avec Sébastien sur justement quel bouleversement on va pouvoir observer, notamment en termes économiques, puisqu'on a déjà couvert le militaire. Qu'est-ce qui peut faire basculer aujourd'hui l'économie vers une économie bleue? Je te laisse élaborer sur ces grandes questions pendant quelques minutes, et puis après, on ouvrira la parole à la salle, puisque on a la chance d'avoir de nombreuses personnes dans la salle, et donc je te laisserai également laisser la parole à la salle à la fin de ton exposé. Oui, merci et rapidement pour prendre des questions dans la demi-heure qui reste. Bon, outre le plaisir d'avoir fait le livre avec Julia, on ne se connaissait pas, et pour l'anecdote, en 2 ans, on a fait ce travail au temps du Covid, donc je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on se rencontre. Ça peut se faire, des livres en binôme, sans se croiser physiquement. C'est ça aussi les espaces peut-être communs de demain. Au-delà de ça, pour vous dire que vous avez compris que l'ouvrage qu'on a essayé de faire, au-delà du caractère synthétique et prospectif, il vise vraiment à attirer l'attention sur le fait qu'il y a 2 thermomètres qui chauffent en fait. Aujourd'hui, il y a le thermomètre du climat et le thermomètre géopolitique. Les températures grimpent en parallèle, ont parfois des incidences sur l'un et sur l'autre, et la mer est en phase avancée sur la Terre par rapport à ce thermomètre en surchauffe. Donc c'est sûr que ce n'est pas forcément très réjouissant d'observer que la mer est convoitée, elle l'a toujours été, qu'elle est transpercée. On a fait des canaux interocéaniques pour forcer des passages maritimes, et aujourd'hui on va transpercer la mer en essayant de territorialiser des espaces maritimes, et il y a de plus en plus de questions à ce sujet. Et donc dans l'ouvrage, on essaye de balayer assez large sur climat et géopolitique, et en même temps on était vraiment soucieux, après ce côté la mer pour les nuls et la mer par ses acteurs et ceux qui la font, de regarder la mer des risques potentiels actuels ou supplémentaires demain, mais aussi la mer des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué avec Julien, parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions à des problématiques contemporaines, des innovations qui peuvent venir par les mondes marins. Sur le terrain économique, des solutions peuvent être apportées. On sait que l'économie maritime est une économie florissante qui progresse dans beaucoup de pays dans le monde. On a même des puissances qui misent de plus en plus sur l'océan, les métiers de la mer, les interactions terre-mer pour aller chercher de la croissance, aller trouver d'autres modèles de développement. On pourrait parler des Pays-Bas, on pourrait parler du Portugal, si on veut prendre 2 pays européens, mais un certain nombre de pays essayent aujourd'hui de miser sur la mer. Et puis la mer, c'est aussi, au-delà d'une économie au nom d'une puissance étatique, c'est des acteurs privés. Il y a évidemment des ressources en mer, il y a du business en mer, il y a des explorations en mer. Aujourd'hui, on trouve plus de pétrole et de gaz offshore que sur Terre. On trouve l'essentiel de nos échanges commerciaux internationaux sur les océans et dans des conteneurs. Et je rappelle que cette petite boîte, pas très grande, un peu standardisée, n'a que 50 ans d'existence. Et pourtant, elle a créé une mondialisation qui nous permet, est-ce bien, est-ce mal, mais d'avoir des produits tous les 4 matins livrés, y compris la nuit, venant du reste du globe. Et le conteneur a été une des très grandes inventions du XXe siècle. On ne l'a pas suffisamment commenté. Et aujourd'hui, vous avez des mastodontes de la mer, des compagnies maritimes qui sont déterminantes dans ce balai logistique à mener. Et d'ailleurs, elles sont toutes les 3 européennes. Dans cette Europe qui a du mal à lever les voiles et à regarder la mer comme un horizon d'expression de puissance ou d'influence dans le monde, sur le terrain économique, on a une Europe qui est pas insignifiante sur le terrain économique maritime. Je parle du transport, mais si on parle encore une fois d'une mer solution sur les énergies, l'Europe aujourd'hui, l'éolien offshore, c'est au niveau européen 90% de l'expression mondiale. Donc l'Europe qui mise sur la mer au niveau des énergies renouvelables, marines, c'est une Europe qui est en phase avancée aussi par rapport à d'autres continents sur ce registre. Et donc, c'est vrai que dans l'ouvrage, on a cherché à se balader
un peu sur ces mers de solutions. J'ai parlé des énergies, il faudrait parler des ressources comme les algues qui peuvent à la fois stocker du carbone, nourrir davantage les êtres humains ou les animaux, fertiliser les sols. Et donc, les algues dont on pensait qu'elles étaient nos ennemis sont en train de devenir potentiellement nos amis, à plus forte raison s'il faut décarboner nos systèmes économiques. C'est un exemple, mais je prends aussi l'autre exemple par rapport à cette équation alimentaire de l'océan à boire, puisque le dessalement de l'eau de mer progresse partout, y compris en Espagne, si on parle de la Méditerranée qui met un peu cher. Et ben en Espagne, comme en Israël, vous buvez de plus en plus de la Méditerranée. Et donc, ces questions sont traitées dans l'ouvrage pour regarder précisément qu'à côté des jeux d'acteurs, à côté des rapports de force qui se redurcissent à nouveau sur mer, à côté du climat qui se dérègle plus rapidement et qui est plus visible au niveau maritime, et avec évidemment l'Arctique ou l'Antarctique qui sont traités dans l'ouvrage pour regarder ce qui s'y passe. Il y a une mer avec des problématiques supplémentaires demain, mais il y a aussi une mer avec énormément de solutions qui peuvent nous étonner et nous apporter un peu d'accalmie, peut-être, sur justement cette coopération internationale, ces lignes à ne plus mener entre civils et militaires. Il y a de l'innovation militaire qui rejaillit sur le civil et il y a de plus en plus d'innovation technologique civile qui va permettre au niveau militaire d'apporter aussi des solutions. Et c'est aussi toutes ces combinaisons qu'il est intéressant de regarder. Alors, je voudrais juste pour vous donner envie de vous intéresser à la mer, au-delà de ce balayage un peu large, je voudrais juste vous donner quelques chiffres qui permettent de penser la mer différemment. D'abord, et au-delà du fait que mon patronyme m'amène à m'intéresser de temps en temps aux profondeurs de la mer, je rappelle que la fosse des Mariannes, 11 304 mètres, est plus haute que l'Everest. Un autre chiffre que j'aime bien citer en ce moment, c'est qu'avec 70 000 km de littoral, l'Union européenne a plus de côtes, a 2 fois plus de côtes que les États-Unis et 3 fois plus que la Chine et la Russie. Mais le pays qui a le plus de côtes dans le monde, c'est le Canada. L'autre élément, c'est 12 km². 12 km², c'est la taille d'une petite île du golfe arabo-persique qui est très disputée par l'Iran et les Émirats, qui s'appelle Abu Moussa, dont on parle quasiment pas, alors que peut-être demain, dans cet espace où il n'y a pas que du pétrole, il y a aussi des rivalités entre puissances, cette petite île peut cristalliser un certain nombre de tensions. On pourrait aussi rappeler que 37 000, c'est la longueur du câble sous-marin numérique. L'amiral a parlé de Djibouti. 37 000 km, c'est le câble sous-marin Tout Africa, développé par le consortium piloté par Facebook, qui sera l'un des plus longs câbles du monde. Rappelons au passage que plus de 90% de nos échanges de data ne se passent pas au-dessus de nous, mais en dessous des océans, et qu'il y a évidemment des jeux aussi à regarder par rapport à cela. Et puis, j'aime rappeler un dernier chiffre, c'est qu'en 1982, il y a 40 ans, une convention onusienne sur le droit de la mer a été établie. Tous les pays ne l'ont pas signée ou ratifiée, et qu'aujourd'hui, dans la remise en question de l'ordre établi ou de l'ordre international, du droit international, dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines, eh ben, en mer, depuis un certain nombre d'années, il y a des pays qui non seulement refusent le droit international, mais qui le remettent radicalement en question. Donc voilà, c'était quelques chiffres pour vous mettre d'autres variables maritimes dans la perspective. J'aurais pu évidemment vous parler d'Oumi. D'Oumi, c'est la puissance bleue de 2041 qui va devoir s'inventer dans le Pacifique parce qu'un grand tsunami va provoquer des migrations de détresse de populations qui n'auront plus de terre pour y habiter. Et le Japon va accueillir non pas une population sur place, mais sur des pays flottants, mobiles, financés par des innovations maritimes, puisque sur l'aspect santé, on va trouver des molécules qui vont nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps en longue santé par l'espace maritime. Et donc, on a des fiches fiction aussi dans l'ouvrage qui vous emmènent sur ces scénarios. Pourquoi Umi? Parce que la mer en japonais, on dit Umi. Voilà, Julien, ce que je voulais rapidement brosser avant de prendre des questions. Alors, allez-y, s'il y a des questions dans la salle, et puis il y en a sur le chat, et il y a un micro qui se balade. 2 micros qui circulent. Allez-y.
Oui, merci pour cette présentation. Alors, j'aurais deux questions, une rapide et l'autre un peu moins. Alors, premièrement, historiquement, à quel moment est-ce que la France a-t-elle pris conscience de l'importance de la mer? C'est Olivier Poivre d'Avor qui parlait qui citait Richelieu. À quel moment est-ce que la France a vraiment pris conscience de l'importance de la mer dans sa politique extérieure? Ma deuxième question, ce sera plus une question pour l'amiral. La France a-t-elle aujourd'hui réalistiquement les moyens de défendre sa zone économique exclusive? Voilà. Merci. On va prendre 2 ou 3 autres questions. Devant, il y en a une au fond. Une, Oui, ça une question pour l'amiral de Saint-Germain. Vous avez évoqué tout à l'heure, et on est tous assez conscients et inquiets de l'expansion de la Chine, de la puissance maritime chinoise en mer de Chine, et peut-être dans l'océan Indien. Et la question est, est-ce que les Chinois, à votre connaissance, participent et coopèrent dans la lutte contre le trafic de drogue avec les Occidentaux et les autres pays? Merci. Et une dernière question. Oui, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. Moi, je reprends un projet de création de canal qui a été érigé et créé par le commandant François-Élie Roudère, 1836-1845. Donc, le projet, c'était d'inonder les Chaudes grâce à un canal pour fertiliser le désert. Moi, ce que je voudrais faire, mon point noir, c'est Gabès. Il y a une usine de dessalement qui rejette des produits chimiques. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est je cherche à savoir comment je peux faire pour signaler au niveau des autorités tunisiennes et au niveau des Nations Unies. D'accord, merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, sur la partie historique, est-ce que ton micro n'est pas ouvert? Est-ce que tu veux répondre ou ça a été assez, il n'y a pas eu un basculement, hein. Il y a eu, ça dépendait beaucoup, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, de la vision maritime des gouvernants. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ça, Sébastien. Non, peut-être aussi pour provoquer un peu l'amiral et sur le rapport de la France à la mer. Il y a un ministère de la mer qui avait disparu pendant une trentaine d'années, qui a été rétabli en juillet 2020. On va voir si après-demain il subsiste, après-demain ou fin juin. Donc ça, c'est une première question si on prend l'histoire récente et à venir. Et puis, je crois que sur la France et la mer, au-delà de l'aspect étatique, au-delà de l'aspect économique qu'on a évoqué, il y a un rapport étonnant parfois des Français à la mer, puisque une des émissions à la télé qui a le plus cartonné ces dernières années, c'est Thalassa. Que le Vendée Globe ou la Route des Roms fascine plein de personnes, que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris se fera sur la Seine et qu'on va même introduire le surf à Tahiti. Merci nos territoires ultramarins pour introduire cette discipline aux JO en 2024. Et que la mer, pour la France, c'est aussi évidemment le commandant Cousteau, Jules Verne, plein de choses. Et derrière donc l'aspect État, derrière l'aspect économique dont on a beaucoup parlé, il y a aussi un rapport culturel à la mer, un rapport sociétal à la mer qui est pas négligeable, même si, encore une fois, la pensée générale en France sur la mer et toutes ses composantes est peu connue. C'est aussi un peu l'objectif de l'ouvrage, c'est de combiner plusieurs thématiques pour amener la France à être un peu plus puissance bleue et pas juste deuxième superficie maritime mondiale. Alors ensuite, je ne sais pas si vous voulez réagir l'un après l'autre, il y avait des questions spécifiquement pour vous. Je vous propose… Oui, je vais juste peut-être compléter, parce que c'est compliqué de dire. Je pense qu'on est. Le problème de la France, c'est qu'on est un pays terrien, en fait, qui est toujours un peu sous-estimé, mais pas toujours, en fait. Quand je dis toujours, parce qu'en fait, si on a des outre-mer, si on est allé aussi loin, c'est parce qu'on a eu des grands aventuriers, hein, la Pérouse et autres. Donc, en fait, on a eu des périodes, je crois, surtout d'intérêt ou de désintérêt. De la période plus récente, effectivement, je pense qu'on était plus, on restait des continentaux, contrairement aux Britanniques qui sont des Iliens. On se compare souvent aux Britanniques, mais les Britanniques résonnent comme des Iliens. Les Américains résonnent comme des Iliens. C'est un île-continent, en fait. Mais
il résonne à l'échelle du continent, donc en fait, d'une vaste île, ce qui n'est pas le cas de la France. Et donc là-dessus, ça donne un rapport très particulier à la mer. Et pour autant, moi, je crois que je veux volontairement voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'en parle pas tous les jours qu'en fait, on s'y intéresse pas. Et il se trouve qu'avant mon poste-là, j'étais au cabinet du Premier ministre, cabinet militaire, et j'ai vu comment la communauté maritime est organisée. Je peux dire qu'en fait, on est quand même assez bien organisé, hein. Donc ça, alors, il y a le ministère de la mer, qui est une chose, mais la communauté maritime, je parle des acteurs de la mer. La capacité à se parler. Le problème de la mer, c'est que c'est tout le débat sur le ministère de la mer, c'est vous pouvez le traiter que pour un tout, pour ce qu'elle est. Et en fait, c'est quand même compliqué parce que l'intérieur de la mer, on parle quoi, de celui de la métropole ou celui des outre-mer? Le rapport à la mer, il est comment? Je veux dire, j'ai la chance de naviguer en Polynésie. Le Polynésien, on l'a plutôt tout fait pour qu'il ne s'intéresse plus à la mer. Or, c'est profondément les Polynésiens, des gens qui vivent, c'est des poissons, hein. Ils vivent comme, je ne sais pas, les Polynésiens, moi j'adore les Polynésiens. Ils sont absolument, il y a un rapport à la mer qui est absolument génial. Donc, c'est la France. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la Polynésie, c'est quand même la taille de l'Europe, hein. On met Paris d'un côté, on met Brest d'un côté, on met quasiment Moscou de l'autre côté. Donc, c'est assez. Donc, en fait, notre rapport à la mer, il est difficilement résumable. Et la façon dont on s'y intéresse est difficilement résumable. Ce que je veux juste vous dire, c'est que je trouve que j'ai pu apercevoir, moi qui suis un petit acteur de la mer, en fait, la vaste communauté maritime française, elle fonctionne plutôt bien. Et je prends un exemple. Depuis au moins 10 ans, je crois que c'est 10 ans, hein, si je ne me trompe pas, le cluster maritime français, c'est assez révélateur en fait, hein, de cette capacité Et pourtant, il y a des acteurs qui n'ont quand même pas grand-chose à voir les uns avec les autres, hein. Et ça fonctionne remarquablement. Donc, on peut toujours effectivement être plus exigeant, mais je crois qu'en fait, on est quand même globalement, on a quand même conscience globalement de nos atouts. Et, voilà. Alors, je vais passer sur la deuxième parce que finalement, quand je dis ça, est-ce qu'on est capable de défendre nos ZE? Parce que c'était ça la question. En fait, ça dépend des moments. Je vais vous prendre un exemple. Tout dépend de la menace, comme toujours. Il se trouve que là aussi, petit témoignage, en 97, j'étais sur un bateau basé à La Réunion qui s'appelait le Floréal. À l'époque, le grand truc, c'était dans les terres australes et l'Antarctique française. Souvenez-vous, c'est là où Kevin Escoffier a été sauvé. Parce que, voilà. Le sujet, c'était la pêche illégale à la légine. Et là, les fonds marins étaient pillés. C'était dans la ZE française. Nous avions 2 bateaux pour aller astiquer une ZE, donc 200 000 nautiques, vous imaginez, enfin, ça fait quand même une sacrée surface. Donc, en fait, c'est juste chercher des aiguilles en botte de foin. Et donc, c'était compliqué. À chaque fois qu'on y allait, j'ai participé à ça, on attrapait des pêcheurs. Alors, à l'époque, c'était des armateurs qui étaient plutôt européens, ou en tout cas européens, avec des marins qui étaient déjà tous du sud asiatique et autres, mais globalement, ce n'étaient pas des pêcheurs chinois. Quand vous regardez dans l'Atlas, c'est assez intéressant de voir comment aujourd'hui, la première flottille, les premières flottes de pêche, c'est chinois, hein, et elles sont partout dans le monde. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Eh bien, on a réussi à défendre la ZE et la pêche contre la légine, puisque c'est une forme de défense de la ZE. On a contractualisé avec des couvertures satellitaires qui ont permis en fait quasiment d'endiguer la pêche illégale à la légine dans les terres australes et antarctiques françaises. Donc, on est capable, quand on fait un effort, de mesurer. La question, elle est aujourd'hui, quand vous regardez le phénomène chinois, et ça rejoint en fait ce monde, les intérêts géostratégiques. Regardez encore une fois le documentaire d'Arte, très intéressant de voir que c'est les pêcheurs chinois qui sont mis en première ligne pour marquer les intérêts chinois. Donc, on est sur une activité qui est une activité économique qui, en fait, sert à des intérêts stratégiques. Et je trouve que c'est pour ça que ce qui se passe dans la mer de Chine méridionale est absolument révélateur, en fait, de la façon dont, effectivement, tout est interconnecté. En tout cas, il y a des pays qui pensent de manière globale. Ça, c'est très intéressant. Et il y a d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Et après, je vous laisse savoir qui est dans quel camp. Et donc, à l'arrivée, il s'avère qu'il y a aujourd'hui un vrai problème aujourd'hui des centaines de pêcheurs chinois. Les Argentins ont vu il y a quelques mois, quelques semaines, tout d'un coup se masser plusieurs centaines de pêcheurs chinois dans leur zone. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait?
La question pour les Z2 françaises, qu'est-ce qu'on fait le jour? Et on sait qu'aujourd'hui, par le satellite, on est capable de voir la délimitation des Z2 françaises par les AIS des pêcheurs chinois, ceux qui acceptent de le mettre en fonction, et puis qui délimitent exactement la zone. Donc effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on est capable? Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de protection des Z2 sur ces activités-là. On parle aussi de l'environnement, pollution, c'est évident. On a des moyens qui sont globalement plutôt pas en forme au sens numérique et qualité, parce qu'on a des bateaux vieillissants. Donc, on a un vrai sujet. Pour autant, les Z2 ne se protègent pas uniquement par des moyens navals. Il faut penser satellite. Je pense satellite. Demain, il faudra peut-être penser drone. Et c'est là qu'effectivement, on a des vraies réflexions à mener pour pouvoir garantir face à des phénomènes qui sont fluctuants, parce que là, je ne vous ai pas parlé de narcotrafic, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on a 2 frégates de surveillance qui font du narcotrafic dans les Caraïbes pour justement endiguer ce qu'on voit dans la zone Caraïbe, en partenariat avec tous les pays, les Hollandais, les Américains et autres. Donc oui, défense de la Z2E, compliqué, on sait faire, on sait faire ou pas en fonction de… Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté en fait, à protéger parce que la première défense de la Z2E, c'est le respect du droit. Voilà. Et la vraie question, c'est ceux qui refusent le droit. Alors après, il y a tous les groupes para-étatiques, voilà, et ceux-là, comment on les traite? Il y a les pays qui respectent le droit, il y a ceux qui ne voudraient plus le respecter. Et donc, le premier voilà, c'est ramener ça au droit. Et après, il y a les moyens de contrôle, effectivement, pour pouvoir défendre. Mais parler de défense des Z2E, il faut d'abord, encore une fois, reprendre le volet juridique et réglementaire. Le droit international, aujourd'hui, est effectivement bafoué. Et c'est la première cause, sans doute, qui fera que les Z2 ne sont pas défendus. C'est moins une question de moyens qu'une capacité à faire respecter le droit au niveau international, dans les instances qui vont bien. Je pense qu'il faut… Voilà. Et puis, je bascule tout de suite sur la Chine. Alors, lutte contre le trafic de drogue. Je suis bien incapable de vous dire quoi que ce soit. Je ne sais pas quel est aujourd'hui le problème vécu par la Chine sur la drogue. Je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, donc je ne suis pas… je pense que les pays qui luttent contre la drogue, c'est d'abord en fonction de leurs propres difficultés via leur population, de ce que ça comporte. Là aussi, il y a des pays qui ont légalisé, d'autres qui ont ou pas l'usage de la drogue. Donc, je pense que déjà, la Chine, je ne sais pas comment est son positionnement vis-à-vis de ça, ce phénomène. Et ensuite, en mer, parce que c'est comme la question, c'était lié en mer. Moi, je n'ai pas vu de coopération avec la Chine. On n'a pas plus coopéré sur la piraterie en Golfe d'Aden, c'est-à-dire qu'on se côtoie, on s'observe, on ne travaille pas ensemble. Et sur la drogue, il ne se passe rien aujourd'hui. En mer, en tout cas, hein, en mer. Non. Merci beaucoup. L'heure tourne. Avant de repasser la parole à la salle, je voulais aborder un sujet que je pense inévitable, qui est l'impact de la guerre en Ukraine aujourd'hui sur le paysage, sur le tour d'horizon qu'on vient de dresser. Donc peut-être différents points. Je pense qu'on pourra apporter l'Arctique avec le Conseil de l'Arctique et le retrait, ou en tout cas le gel, sans mauvais jeu de mots, des relations qui étaient pourtant cordiales au sein du Conseil de l'Arctique. Il y a effectivement revenir sur la manière dont la mer Noire devient un terrain d'affrontement naval, et puis l'impact de la guerre en Ukraine sur tous les flux maritimes, sur le transport maritime, sur ce que ça révèle de l'importance de la mer dans la mondialisation. Je ne sais pas, Sébastien, si tu veux commencer par ce point-là. Oui, rapidement sur l'Ukraine et la mer Noire, parce que c'est vrai que l'actualité très chaude nous y oblige. Évidemment, la mer Noire, qui a toujours été considérée par certains géopolitologues comme le cœur du monde, hein, les théories de Heartland que vous connaissez, une mer Noire qui a toujours été précieuse pour des puissances méditerranéennes. J'aime bien rappeler que sous la période antique, Athènes, qui a développé une thalassocratie, comme vous en souvenez, et constitué une ligue dite de Délos, c'était pour aller chercher ses céréales au fin fond de la mer Noire, dans le pont Euxin. Et le pont Euxin, aujourd'hui, s'appelle la Crimée. Et donc, Athènes, qui n'avait rien à manger à domicile, allait au fin fond de la mer Noire trouver les céréales pour nourrir 3 millions de personnes, citoyens
et esclaves qu'il fallait quand même un peu nourrir pour qu'ils bossent un peu au service de nos idéaux démocratiques. La mer Noire aujourd'hui pour l'Ukraine, c'est extrêmement précieux parce que l'essentiel de son commerce extérieur passe par la mer, à l'image de beaucoup de pays dans le monde. Et le blocage complet des activités portuaires ukrainiennes depuis l'invasion russe le 24 février fait dérailler non seulement une partie de certains marchés mondiaux, alors les questions alimentaires, agricoles en particulier, mais pas que. Et ce blocage portuaire, il est important parce que si demain le conflit était arrêté en l'état, non seulement il y a de la casse infrastructurelle et logistique, et donc l'économie ukrainienne aurait des difficultés à reprendre aussi facilement la mer. Le problème, c'est que sur le ferroviaire, les moyens sont beaucoup plus limités. Vous ne mettez pas sur un train ou sur un camion les mêmes quantités que sur un Panamax ou un grand vraquier. Et en plus, l'écartement du rail en Ukraine n'est pas le même que l'écartement européen. Donc, il y a même des problèmes d'interopérabilité aujourd'hui ferroviaire. Et puis, si on arrête le conflit aujourd'hui en gelant la cartographie en cours, ben, vous voyez bien que les forces russes occupent une grande partie du littoral ukrainien. Évidemment, la mer d'Azov qui a été fermée et on voit bien toutes les velléités qui pointent sur Kherson, sur Odessa ces derniers jours. Et vous avez des grands ports comme Nikolaev en Ukraine qui, pour le rayonnement de ce pays à l'international et son économie, pose problème. Donc c'est sûr que si demain, tous ces outils portuaires et cette façade maritime ukrainienne passent aux mains de la Russie, ce n'est pas tout à fait la même équation demain pour l'économie ukrainienne. Ce n'est pas tout à fait le même potentiel pour la Russie. Et de l'autre côté de la mer Noire, juste pour finir, parce que je pense qu'il faut avoir ça en perspective, il y a un pays qui ne va pas très bien économiquement, qui cherche à monétiser un peu le passage entre mer Noire et mer Méditerranée. Aujourd'hui, il est libre dans le Bosphore et le Dardanelles parce que la Convention de Montreux permet de passer sans payer quoi que ce soit. Le projet de canal d'Istanbul que Erdogan développe, dans le narratif général sur la Turquie patrie bleue, ça fait aussi partie d'éléments qu'il faut surveiller dans la décennie parce que le passage d'un canal est payant, comme à Suez et Panama, que la Turquie peut vouloir monétiser ce passage, que ce canal est un projet infrastructurel qui coûte cher et qui peut avoir des incidences environnementales significatives. D'ailleurs, il a été un peu contesté même par certains militaires en Turquie qui, en critiquant le projet, se sont fait débarquer, pour le coup, pleinement sur terre et hors du personnel de l'administration. Et donc, vous avez autour de ce canal d'Istanbul des jeux géopolitiques non négligeables à venir, parce que demain, vous pouvez avoir des flux maritimes entre mer Noire et Méditerranée qui coûtent plus cher ou qui soient davantage contrôlés par la Turquie ou par les alliances que la Turquie voudrait faire avec certains. Et donc, je pense que ce n'est pas inintéressant de regarder ce canal sur la rive européenne d'Istanbul, qui peut donner un peu plus de revenus à une économie turque qui cherche aujourd'hui des relais de croissance supplémentaires. Donc, voilà, Julia, pour la mer Noire, rapidement. Et peut-être en 2 minutes sur la partie militaire, est-ce que ça je vais pas utiliser rebasculer la vision qu'on a ou changer la vision que certains ont de la bataille navale, mais est-ce que ça a changé le point de vue et de la marine française et ou d'autres acteurs militaires? Ce qui est certain, c'est qu'on regarde ça de manière bien sûr très près, parce que la perte du Moskva est quand même est à la fois d'un point de vue militaire un événement. D'un point de vue politique, on remarquerait qu'en fait la Russie a fait mine de quasiment pas réagir. Donc en fait, on y accordait sans doute nous avec un œil occidental une importance qu'on voulait en tout cas que la Russie y accorde, et qui en fait en tout cas n'a pas été affichée comme telle. La mer Noire, c'est quand même une mer alors que moi j'ai pas pratiqué, donc je la connais pas bien, et en fait d'ailleurs c'est assez signifiant parce que pour les raisons évoquées par Sébastien, en fait, ça fait déjà longtemps que c'est quelque part un peu compliqué d'y aller. Alors, c'est accessible, vous savez qu'il faut déclarer. Alors là, en plus, c'est sûr qu'on empêchait, on fermait l'accès aux navires militaires à la mer Noire, mais parce que la Convention Montreux le permet. Mais quand c'était ouvert, c'était déjà quelque chose de compliqué. Surtout qu'on a eu quelques difficultés avec les Turcs dans des périodes un peu récentes. Donc, tout ça fait globalement,
Moi, en tout cas, je ne la connais pas bien. C'est une mer, effectivement, qui est une mer… c'est un peu comme le golfe arabo-persique pour les Iraniens. C'est une mer intérieure, donc en fait, avec des riverains qui se sentent chez eux. Donc là, alors, qu'est-ce que ça dit sur le conflit d'un point de vue naval? Il n'y a pas vraiment eu de conflit naval. Il y a eu en fait une appropriation de la mer Noire, une volonté d'appropriation de la mer Noire par les Russes jusqu'à présent pour pouvoir traiter les objectifs à terre à partir de la mer. Ce que nous avons fait, je vous parlais de la pause stratégique, pendant des années, nous avons nous-mêmes été intervenir. Et je connais bien le porte-avions, on se plaçait au long des côtes pour aller intervenir à terre. Ce qu'ont fait finalement les Russes, là, c'est ce qu'on a fait nous pendant des années pour aller traiter des choses à terre. Et donc là, effectivement, ils se sont en revanche trouvés face à une opposition ukrainienne bien équipée qui a permis en fait d'avoir un affrontement terre-mer qu'on avait nous perçu notamment à l'époque de Baliste en 2006, quand on a évacué le Liban. En 2006, vous souvenez-vous, il y a eu une évacuation majeure de tous nos ressortissants et des binationaux. La crainte, c'était d'avoir des missiles provenant plus de la côte qui attaquaient nos bateaux. Donc, on connaît cette menace en fait qui vient de la mer, enfin qui vient de la terre et qui vient contre les bateaux. Ce qu'on a vu de la perte du Moskva, c'est que les Russes étaient en fait assez peu préparés à ça. Donc globalement, c'est un échec, ce qu'on appelle nous tactique, c'est-à-dire sur le terrain, une mauvaise gestion de la guerre qui en fait qu'ils ont perdu un bateau. Voilà. Quels enseignements on en tire? On en tire des enseignements évidemment en termes de capacité. On s'aperçoit qu'on regarde un peu ce que c'était ce Moskva, c'est un bateau qui était sous-équipé, qui était victime en fait de la fin de la guerre froide et qui n'avait pas fait l'objet des investissements suffisants pour pouvoir se protéger contre des menaces de missiles. Donc ça, c'est effectivement, ça nous permet de nous dire où on en est. Ça permet aussi de voir ce que c'est qu'aujourd'hui la capacité des missiles de croisière à très longue portée, parce que le Neptune se classe 300 km. Et puis, bien sûr, on arrive à la question de l'hypervélocité, parce que finalement, là, on dit que sur Odessa, des missiles hypervéloces ou hypersoniques, parce que c'est pas bon. L'hypervélocité n'est pas exactement l'hypersonique, mais en tout cas, des missiles d'une classe beaucoup plus difficile à intercepter seraient entrés en œuvre. Et ça aussi, ça pose des questions parce que dans le combat naval, on se dit que demain, on savait que les Chinois ont développé, les Russes, qui sont un pays qui est resté un pays d'armement, de vente. Hein. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui continuent à s'équiper de matériel russe. Hein. Les Indiens, c'est intéressant, hein, les Indiens continuent à avoir des matériels russes. On a parlé des Turcs qui, étant dans l'OTAN, voulaient acheter du matériel russe. La Syrie est complètement couverte par du matériel russe dans sa protection anti-aérienne. Donc ça, effectivement, ça nous apprend beaucoup de choses. Le combat en mer, en tant que tel, il ne s'est pas passé grand-chose, donc je ne pourrais pas difficilement en dire beaucoup plus. Merci beaucoup. Donc je suis navrée de vous annoncer une très triste nouvelle puisque nous arrivons à la fin de cette conférence. On n'a pas eu le temps de traiter beaucoup de sujets. J'avais notamment envie de parler des abysses, sans mauvais jeu de mots, du fond des mers, de parler des liens entre cyber et maritime, de parler des satellites, de revenir sur l'Indo-Pacifique, mais 1h30 n'était pas suffisant pour couvrir tous ces sujets. Donc, ce que je vous invite à faire, évidemment, dans un premier temps, c'est de vous procurer cet ouvrage qui est disponible dans toutes les librairies et également sur Internet. Vous trouverez les adresses email de Sébastien Abyss et moi-même sur le site de l'IRIS si vous avez des questions pour continuer la conversation. Surtout à Julia. Hein, surtout à Julia. Mais nos adresses sont disponibles et si vous avez des questions pour l'amiral, adressez-les moi aussi et je transférerai. Et puis… Et donc, voilà, continuez à vous intéresser à la mer. J'espère qu'on va continuer, nous, à l'IRIS, à organiser des événements sur ce sujet. Donc, si vous avez également des sujets qui vous passionnent, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous en parler. On va lancer avec cet ouvrage toute une dynamique de réflexion sur le milieu maritime et on est très content de voir que ça intéresse autant de gens. Donc, merci encore pour votre présence. Merci aux intervenants pour leur éclairage. Merci à Sébastien pour cette collaboration. Merci beaucoup. Et également, évidemment, à toute l'équipe de l'IRIS et de Erol pour leur soutien. Bonne soirée.